Professeur Didier Raoult, êtes-vous complotiste ? Ah, c'est une vraie bonne question, vous voyez, parce que c'est un mot à la mode, si vous voulez, à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec le texte, le récit, le conte de fées qu'on nous raconte, c'est qu'ils sont complotistes. Alors moi, je suis plutôt victime de complots, de vrais complots. Hein. Il y en a qui viennent que j'ai bien identifiés, qui ont été identifiés par ailleurs, contre qui j'ai porté plainte, des groupes qui font du harcèlement en meute. Il y a honnêtement un acharnement d'un certain nombre de membres du gouvernement sur ce que je fais. Et puis, globalement, moi je vois avec intérêt les gens changer de camp, mais les gens qui relaient contre les lobbies n'ont plus rien à dire contre les gens qui ont des niveaux de financement de lobbying qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire le bénéfice de Pfizer pour l'année dernière, sur le vaccin, c'est 41 milliards de dollars, ce qui l'amène à la 80e place en termes de PIB de pays, si on considérait. Et je ne veux pas parler des financements de Vanguard ou de BlackRock. BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars. C'est-à-dire ça en ferait le 4e pays mondial après les États-Unis, la Chine et l'Inde. Donc si vous pensez que ceci est neutre et que ça ne donne pas à réfléchir, vous n'êtes pas complotiste. Moi qui n'étais pas complotiste, je me pose des questions, surtout qu'il suffit de regarder jusqu'à quel point ce financement est libéré actuellement, le financement de l'industrie est libéré actuellement pour acheter les faiseurs d'opinion, pour acheter les journaux, pour acheter... Donc, effectivement, c'est des questions qui amènent à avoir et à laisser se développer des informations contradictoires de manière à ce que toutes les opinions ne soient pas le reflet d'institutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont subventionnées ou subventionnent des gens qui ont un intérêt direct, financier, dans la situation actuelle. Donc, si c'est trop compliqué à comprendre, ça m'est égal, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, il faudra bien qu'il y ait une réflexion sur les liens d'intérêt. Si le même laboratoire finance à la fois une chaîne de télévision, un éditeur qui publie scientifiquement, un leader d'opinion qui parle à la télévision, qui écrit dans le truc à la fois, on a le droit de se poser si ce conflit d'intérêt, de poser la question de savoir si ce conflit d'intérêt n'altère pas sa crédibilité. Moi, je peux vous dire que quand j'étais rédacteur en chef du journal européen de maladies infectieuses, ça a été l'objet d'un très grand conflit pendant très longtemps, que je n'acceptais pas que dans les guides thérapeutiques qui étaient donnés en maladies infectieuses, il y ait des gens qui aient un conflit d'intérêt. Parce que je considérais que quand on était payé par un industriel pour une raison ou pour une autre, on avait perdu sa neutralité sur l'indication de ses produits. Donc c'est la loi en France. Il y a maintenant des gens qui commencent à être condamnés parce qu'elle commence à être mise en place. C'est-à-dire, théoriquement, si vous parlez devant un poste de télévision, vous devez dire quels sont vos liens d'intérêt pour que les gens se disent « Mais attendez, peut-être que ce qu'il me dit, c'est parce qu'il reçoit de l'argent d'un tel ou un tel. » Donc c'est quelque chose qui fait partie des mœurs correctes. Donc peut-être que c'est le complotisme de vouloir que ces mœurs-là, qui sont correctes, qui font partie de la loi, c'est la loi. Elle n'est pas respectée, mais c'est la loi. Voilà. Et donc il y a des gens qui sont condamnés, d'autres qui le sont. Et donc il faut faire attention, parce que quand il y a des enjeux financiers de ce niveau-là, eh bien, est-ce que je suis complotiste ? Oui, je trouve que d'acheter du Remdesivir à Gilead pour 1 milliard la veille du jour où l'OMS dit que ça ne sert à rien et que tout le monde le sait, je pense qu'il y a quelque chose là qui mérite une investigation. Hein. Voilà. Donc je pense que cet argent, le niveau de l'argent qui circule, est un niveau auquel on n'était pas habitué. Et je pense qu'il faudra bien que la vigilance se mette en place de manière à ce que... Et on voit les hurlements que les gens poussent à chaque fois que quelqu'un ose avoir une opinion différente ou ne pas raconter le conte qui est le conte obligatoire. On voit bien qu'il n'y a plus de contre-pouvoir à cette masse financière qui gagne quand même un argent absolument fou au cours de cette épidémie. Donc si c'est ça être complotiste, je suis volontiers complotiste, moi je n'ai pas de problème. La semaine dernière, vous nous avez parlé de la qualité des rapports de McKinsey.
Avez-vous d'autres éléments à ce sujet? Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre. Moi, je comparais le rapport de McKinsey sur l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et je conseillais au nouveau directeur de lire ce qui avait été écrit il y a 2 ans. C'est bien de commencer par regarder. Et dans ces données, il y avait des données qui étaient données réelles, avec des visites de terrain, avec des chiffres. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on compare des choses comparables et que ça n'était pas... il y avait certaines faiblesses dont je pense que tout dirigeant normal devrait se préoccuper plutôt que de s'attaquer à essayer de détruire les forces. C'est mon avis et je n'en ai pas changé. Après, depuis... on m'a envoyé un article interne de McKinsey sur les 10 leçons à prendre sur les 2 premières années de Covid-19, que je vais vous commenter. Et là, bien entendu, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un autre problème. C'est quand il s'agit de faire de l'évaluation sur place, en venant, quand il s'agit de... La gestion est un métier, c'est un beau métier, donc les gestionnaires ils doivent se préoccuper de ce qui rentre, ce qui sort, de la productivité, de l'absentéisme, voilà, c'est gestionnaire. Et c'est vrai que dans un certain nombre d'hôpitaux, cette approche gestionnaire, est, contrairement à ce que disent beaucoup, est très insuffisante. C'est-à-dire que la qualité de la gestion, basée sur des indicateurs, la décentralisation des décisions, ne sont pas mis en place, ce qui veut dire qu'il y a une espèce de corrélation entre la taille des hôpitaux et leur déficit. Plus les hôpitaux sont grands, plus le pourcentage de leur déficit et plus leur dette est colossale. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a une taille au-delà de laquelle les gestionnaires de ces hôpitaux n'ont pas la compétence pour le faire, ou n'ont pas l'organisation pour le faire. Et donc c'est très bien d'avoir une vision externe et un audit externe fait par des gens qui regardent la gestion, qui regardent l'état des lieux. Après, la prospection, en particulier sur une épidémie, c'est tout à fait autre chose. Alors donc, moi j'ai regardé, il y a 10 leçons. Alors la première leçon, c'est c'est très difficile, il y a eu beaucoup de morts, et puis les mesures qui ont été prises sont des mesures, pour ça je suis d'accord, qui vont donner... qui auront des conséquences psychologiques et psychiatriques, en particulier pour les enfants. Je suis bien d'accord. Après, ils disent, bien écoutez, en plus, dans cette épidémie, il y a eu plusieurs vagues ou plusieurs variants, bien sûr, moi je suis d'accord. Donc vous voyez, c'est la situation actuelle. Vous voyez, la situation actuelle, vous voyez, tout ça, c'est des variants. Alors il faut dire que les variants, McKinsey n'y a jamais pensé. Les variants, c'est nous qui avons parlé de ça les premiers. Personne ne nous a écoutés, entendu pendant 3 mois. On était seul au monde à parler des variants quand même. Donc jusqu'au moment où les gens se rendent compte que toutes les épidémies successives que vous avez sur ce grand tableau sont en réalité des épidémies dues à des variants différents, qui ont des comportements différents. Ils font plus ou moins tousser, ils font plus ou moins associés à des pertes de l'odorat, ils sont plus ou moins sévères. Les derniers qu'on a, là, les 2 Omicron, sont plutôt des variants qui sont moins sévères. Ils nous semblent avoir une sévérité qui est celle des rhinovirus, des agents de rhume, ou ceux des coronavirus endémiques, agents de rhume aussi. Ça nous paraît plus ça. Et donc, la mortalité avec ces variants, il y a énormément de cas, énormément. La mortalité avec ces variants est une mortalité qui est beaucoup plus faible et qui atteint des sujets encore plus âgés, souvent des sujets de plus de 90 ans. Donc, c'est pas la même maladie. On a l'impression que, comme pour le virus de la grippe, ça a commencé avec un certain degré de gravité et ça a diminué au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce graphique que ça, c'est l'espérance de vie en France. Et vous voyez, c'est l'INSEE, moi, tout ce que je vous donne, c'est extérieur, parce que c'est pas moi qui les manipule. C'est l'INSEE. Ce qui me permet généralement d'être d'accord avec moi-même. Donc ça, c'est l'espérance de vie des femmes. Vous voyez qu'il a fallu exactement 1 an pour qu'on revienne à ce niveau-là en 2021. Vous voyez qu'on est au même niveau que 2018. Chez les hommes, en 2021, on est au même niveau que 2017. Et donc, c'est difficile de penser qu'il s'est passé là quelque chose. C'est pas la grippe espagnole. C'est pas la grippe espagnole. Vous regardez l'espérance de vie par la grippe espagnole. Il y a un trou, c'est pas la guerre, c'est pas la grippe espagnole, c'est que il y a eu plus de sujets âgés qui sont morts pendant cette période-là, et en particulier pendant le début de cette maladie où il y a eu une très très mauvaise gestion
j'ai eu l'occasion de le dire en France, en particulier à Paris, et dans le Grand Est, et comme il y a eu une très mauvaise gestion à Londres, il y a eu 3-4 pays qui ont été pris de vitesse, qui n'ont pas réussi à gérer cette épidémie, et on verra pourquoi. C'est toujours le cas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pire. C'est un instant très étonnant de voir que le pays le plus riche qui investit le plus dans les soins de santé au monde a les résultats les pires qui soient. Et donc, quand c'est une société américaine, elle a toujours une tendance à voir, d'abord parce que leur pays est à une situation extrême, et d'autre part, c'est eux qui vendent les médicaments. Donc, ils ont un conflit d'intérêts, là, c'est eux qui les vendent en plus. Et c'est vrai que McKinsey, ça aussi c'est vérifiable, il est à l'origine des stratégies de vente de ce qui a fait le plus baisser l'espérance de vie aux États-Unis, qui sont les dérivés morphiniques, qui ont été le plus grand scandale qu'il y ait eu, avec plusieurs centaines de milliers de morts à cause de l'usage de dérivés de l'opium et de la morphine, qui ont été vendus dans des quantités absolument considérables, sans contrôle, en disant aux gens qu'il fallait leur donner morphinique dès qu'ils avaient la moindre douleur. Donc c'est un énorme scandale. La famille qui a fait ça a été conseillée par McKinsey, donc il faut faire attention. Je ne généralise pas ce que j'ai dit à propos du brevet, à propos du travail d'audit fait sur la PHM, avec les stratégies de conseil pour vendre, juste vendre les médicaments ou les vaccins comme si c'était des bonbons. Donc je ne suis pas d'accord. Bon, les malades, les médicaments, ça sert à soigner, les vaccins à prévenir les maladies, on y reviendra. Donc je crois que ça c'est un point très important. Attention. Il y a des gens qui sont capables de vendre n'importe quoi, soi-disant pour le bien de la population, et qui ont réussi à eux seuls à faire baisser l'espérance de vie d'un des pays les plus développés du monde. Quand même. Donc c'est quelque chose, il faut garder ça en tête. Donc ça aux États-Unis, la gestion médicamenteuse a été complètement dévoyée, d'une part, et d'autre part, il y a un taux d'obésité qui est colossal, et l'obésité joue un rôle absolument considérable dans la gravité de cette maladie. Voilà. Et puis par ailleurs, le soin aux États-Unis, compte tenu du fait que les gens n'ont pas l'équivalent de la sécurité sociale, mais pour la plupart d'entre eux vont payer directement les soins, les soins, l'accès aux soins est très limité. Et chez nous, le problème a été que nous avons été quasiment au début de la maladie, et en partie maintenant dans la même situation que les Américains, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accès aux soins pour les malades. C'est-à-dire que si vous avez un Covid, ou si vous avez des manifestations de Covid, ça devient extrêmement difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas les prendre et qu'il ne fallait rien leur faire. Deuxièmement, si vous allez aux urgences, vous avez une chance raisonnable qu'on vous renvoie chez vous, tant que vous ne serez pas essoufflé. Quand vous êtes essoufflé, vous allez en réanimation. Donc la prise en charge médicale, maintenant, est un peu meilleure. Elle a probablement été toujours meilleure que dans les zones dans lesquelles il y a eu une explosion de cas graves au départ. Mais il ne faut pas penser que la médecine est devenue un jeu vidéo ou une corrélation digitale. Il faut voir les malades, il faut les examiner, il faut leur prendre l'oxygène, il faut leur apprendre à prendre l'oxygène. S'ils ont des facteurs de risque, il faut leur faire une prise de sang pour voir s'il est nécessaire de leur donner de quoi être anticoagulés. Il y a une vraie question qui se pose actuellement, qui a été soulevée par un de nos collègues péruviens qui a fait une magnifique présentation hier chez nous, que je vous conseille de regarder, qui est: est-ce qu'il faut donner des antiacides pour empêcher les remontées acides qui brûlent les poumons et qui favoriseraient les formes graves, en particulier chez les obèses qui ont très souvent des reflux. Et en particulier quand ils sont couchés, ils ont très facilement des reflux parce que l'intestin pèse sur l'estomac. Donc c'est des questions, ça, de pratique médicale. Chez les gens qui ont un reflux, il faut traiter le reflux, parce que si ce reflux dans l'appareil respiratoire, ça fait des formes plus graves. Et donc tout ça, c'est de la médecine. Donc on ne peut pas remplacer la médecine, c'est de l'observation. Chacun fait des observations, on les mutualise. C'est pas des grandes déclarations. Après, donc, sur l'espérance de vie, malgré tout, dans des pays dans lesquels il y a une certaine prise en charge, compte tenu du fait que ce sont les plus anciens qui meurent, en réalité, ce qu'il fallait faire, c'est s'occuper des plus fragiles. Donc, une grande partie de la surmortalité qu'on a eue en 2020, 50% des morts étaient dans les EHPAD.
d'accord? Parce qu'on s'en est pas occupé. Alors, il fallait s'en occuper, et quand on a commencé à s'en occuper, la surmortalité des plus de 85 ans a commencé à diminuer, parce que c'était plus ouvert aux 80 ans, on faisait attention à qui rentrait dedans, parce que si vous me faites rentrer dans les EHPAD des gens qui sont infectés pour les prendre en charge, bien entendu, vous avez une épidémie dans l'EHPAD, et là, la mortalité qu'on avait mesurée dans les EHPAD, chez les gens qui étaient infectés, c'était 28%, c'est considérable. Donc, alors que quand on s'en occupait, ça tombait à 14%. Donc, quand on s'occupe des malades, ils meurent moins. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait depuis Hippocrate, au moins. Probablement avant. Donc, il faut s'occuper des malades. Voilà. Et c'est d'ailleurs très frappant de voir que les gens qui n'étaient pas à la digitalisation de la médecine, ni soumis à la pression considérable des nouveaux traitements, ont continué à pratiquer le soin. Donc c'est très intéressant d'entendre ce que disent les gens en Pérou, ce que disent les gens en Afrique, aussi bien au Sénégal que au Congo. Eh bien, ce sont des médecins, ils s'occupent des malades, puis leur mortalité est très basse. Donc c'est intéressant. Donc d'ailleurs, vous verrez les données de notre collègue péruviens, ils ont traité plusieurs centaines de milliers de malades avec les différentes thérapeutiques, et quand on traite les gens, avec inclure dedans qui l'hydroxychloroquine, qui l'azithromycine, qui l'ivermectine, eh bien la mortalité est plus basse. Donc si on soigne les malades, il y avait des recommandations du gouvernement péruvien pour dire, écoutez, voilà ça dans un premier temps, puis ensuite il y a eu d'autres recommandations qui ont toutes dit, voilà, il faut soigner les malades, c'est comme ça. Donc il ne faut pas oublier qu'effectivement, les maladies nouvelles sont imprévisibles, et en particulier, il fallait surveiller et faire de la séquence. Je ne crois pas que McKinsey ait jamais conseillé de faire de la séquence génomique. Bien sûr, il fallait faire de la séquence génomique pour savoir pourquoi il y en avait de nouveaux. Est-ce que les nouveaux étaient les mêmes, ce qui aurait été un peu étrange, ou bien alors est-ce que c'était de nouveaux? C'était des nouveaux, et puis on les voit les uns après les autres. Deuxièmement, effectivement, les mesures qui ont été prises, dans toutes les mesures qui ont été prises, quelles sont celles, au début on pouvait tout imaginer, mais quelles sont celles maintenant, a posteriori, dont on sait qu'elles avaient un sens? Le lavage des mains, le passage des mains à l'alcool, c'est démontré depuis très longtemps que c'est le meilleur moyen de prévenir les infections respiratoires. Alors, encore une fois, vous n'avez qu'à observer quelqu'un qui a un Covid, vous verrez qu'il passe son temps à se mettre la main sous le nez, et donc il a les mains qui sont contaminées tout le temps, et donc les gens, on sait que maintenant le portage de ce virus sur les mains est plus long que celui de la grippe, et donc c'est pour ça que la grippe est probablement mieux protégée par les masques, parce que, les gens qui ont une grippe toussent, et donc c'est la toux qui risque de transmettre, les gens qui ont un Covid toussent beaucoup moins. C'est plus le contact avec le nez qui coule, qui est probablement un des vecteurs, et c'est la raison pour laquelle la vectorisation semble différente, c'est-à-dire que les mesures prises pour le Covid ont marché pour la grippe et pas pour le Covid. C'est parce que ces mesures n'étaient pas adaptées, et ça se lie très bien avec le masque. Et donc là, enfin, nous avons dans les Annals of Internal Medicine, on a une vraie étude sur les recommandations du masque qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes, sur 3000 personnes qui ont porté un masque, et 3000 qui n'ont pas porté de masque. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Dans la prévention, il n'y a pas de différence. Donc pour le masque, ce qui est raisonnable, donc de porter un masque dans la rue, il n'y a aucune évidence que ça sert à quoi que ce soit. L'évidence qu'il y a, c'est que il faut que ceux qui sont malades portent un masque. Il faut que les soignants qui s'approchent des gens malades portent un masque. Ça, c'est à peu près clair. Et il est raisonnable de penser que dans les lieux clos à haute densité humaine, il est vraisemblable qu'il y a un effet, même si cet effet n'a pas été détecté par cette énorme étude. Mais c'est pas quelque chose qui est magique, le masque, on le voit bien d'ailleurs, ça n'a pas plus arrêté ça, les épidémies, que le reste. Donc, il faut s'occuper de la population fragile, on la connaît bien, c'est les sujets âgés, les sujets qui ont des pathologies associées, l'obésité, un cancer évolutif, diabète. Et compte tenu du fait que ce sont des gens qui ont déjà une faible espérance de vie, au moins en dehors des États-Unis, qui ont déjà une faible espérance de vie, c'est vrai que
cette surmortalité ne change pas grand-chose à l'espérance de vie générale. Parce que c'est ceux qui avaient le moins d'espérance de vie qui meurent un peu plus tôt. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça ne change pas la structure de la population. La population continue à croître. Il y a de plus en plus de gens dans le monde, et de plus de gens en France. Et ça ne bouleverse pas l'équilibre démographique. Voilà. Deuxièmement, donc McKinsey c'est pas étonnant parce que il a beaucoup été utilisé pour ça. Il fait des remarques très importantes à propos du vaccin en disant regardez, le vaccin c'est un miracle, ça y est, cette fois-là on est capable de faire un vaccin à toute vitesse et grâce à ce vaccin on aurait pu contenir toute l'épidémie, sauf que c'est à peu près l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les vaccinés, il n'y a pas d'endroit dans lequel on ait pu réduire les épisodes successifs de Covid grâce au vaccin. Donc il y a un très beau travail qui a été fait, là aussi, par les gens de Harvard, dans le meilleur journal d'épidémiologie, qui est l'European Journal of Epidemiology, et qui montre deux choses. Premièrement, donc, ils ont regardé ça dans 68 pays et dans 2900 counties, l'équivalent de département, un peu plus petit qu'un département aux États-Unis. Les différents poussées épidémiques liées au vaccin ou prévenues par le vaccin. La première chose qu'ils font, c'est très intéressant, c'est ce qu'on a trouvé et ce qui a entraîné certainement un biais dans les reports. Je ne sais pas s'il est volontaire ou non, parce que je ne sais pas si je suis complotiste ou pas complotiste. Donc, mais en tout cas, dans toutes les données vaccinales, on a supprimé les 15 jours qui suivent le vaccin. Et nous, on a trouvé que c'était là qu'il y avait le plus de cas. Alors, c'est une question. Et là, alors, sur cet énorme travail, ils trouvent la même chose. C'est-à-dire, c'est le pourcentage de pays qui trouvent une augmentation des cas pendant les 2 semaines consécutives à la vaccination. Alors, c'est considérable. Donc, c'est vrai qu'il y a une augmentation des cas dans les 2 semaines qui suivent la contamination. Et je crois qu'on le voit encore plus avec Omicron. Et donc, leur conclusion, que je vous soumets, que vous allez voir en gros, c'est, bien sûr, un effort doit être fait pour encourager les populations à être vaccinées, en particulier les populations qui ont quelque chose à y gagner, c'est-à-dire celles qui sont les populations les plus fragiles. Mais ça doit être fait avec humilité et respect. C'est intéressant. Là, c'est pas McKinsey. C'est les gens qui sont spécialistes en sciences humaines et sociales de Harvard. Ils disent stigmatiser la population ne peut faire que plus de mal que de bien. C'est important. Vous voyez ? Et il est possible qu'il nous faille vivre avec le Covid-19 de la même manière que nous vivons 100 ans après avec les différents variants saisonniers de l'influenza qui est apparue en catastrophe en 1918. Ouais, vous voyez qu'il y a des gens qui sont raisonnables. Je ne sais pas s'ils sont complotistes aussi, mais ils sont raisonnables. Ils sont raisonnables. Ce que je vous ai montré, c'est Annals of Internal Medicine, European Journal of Epidemiology. C'est difficile d'avoir mieux. Mais de ne pas être, ne pas être prisonnier d'un schéma purement journalistique et purement biaisé. Nous, ce que nous voyons ici, on regarde aussi, on voyait ici, sont venus se présenter sur ces derniers mois, vous voyez, enfin, depuis le 1er février 2021, 166 000 personnes. Oui. Alors, au début, il y avait beaucoup plus de non-vaccinés que de vaccinés, mais vous voyez, ça c'est les non-vaccinés, ça c'est les vaccinés, et vous voyez le nombre de positifs chez les vaccinés est le même que chez les non-vaccinés, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc ici, sur 160 000 personnes, le degré de protection vis-à-vis de l'infection du vaccin au sens large. Alors après, bien sûr, les gens vous pouvez toujours avoir des fact-checkers qui disent mais est-ce qu'il a eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce que vous avez enlevé les 15 premiers jours ? Non mais après, il y a quand même une question, si on a distribué 11 milliards de doses de vaccins et qu'il y a toujours autant de cas, c'est que ce vaccin n'empêche pas, on ne va pas contrôler l'épidémie avec ce vaccin, hein, c'est pas vrai. Donc très bien, il est sur les données que nous avions, sur les données qui sont rapportées par ailleurs, mais qu'il faudra avoir le temps d'analyser, en particulier variant par variant,
il semble que les personnes les plus fragiles aient un bénéfice à être vaccinées et que la mortalité soit diminuée chez les personnes les plus fragiles. Très bien, moi je dis ça depuis pratiquement 2 ans, que le vaccin, il faut commencer par vacciner ceux pour lesquels on voit qu'il y a un bénéfice. Alors, ceux pour lesquels il y a un bénéfice, c'est ceux qui constituent une population à risque de faire des formes graves, et donc cela, c'est tout à fait raisonnable de le faire. Par ailleurs, et pour la population générale, le fait de faire des vaccins à toute vitesse comme ça, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des leçons du passé, pour les effets secondaires plus rares, ou pour la durée de l'immunité, ça a amené à faire un truc quand même qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire de dire, ben non, finalement, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4, on ne sait pas s'il en faudra pas 5. Donc moi, de toute mon expérience, et j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur le vaccin, je n'ai jamais vu un vaccin comme ça, qui ne prévient pas les maladies, pour lequel il faut refaire le vaccin tous les 3 mois. Ça n'est jamais arrivé. Donc il ne faut pas non plus, là, tomber dans les anticomplotistes qui disent, écoutez, ce vaccin ne marche pas très bien, limite il a une indication, il faut se limiter à cette indication, parce que dans cette indication, c'est bien possible qu'il joue un rôle. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre tous les vaccins. Moi, je suis pour une quantité de vaccins, y compris pour des vaccins qui ne sont même pas remboursés en France. Donc, c'est pas la question. Donc, ça, c'est un truc, c'est une chose de neuneux, ça, de dire, écoutez, puisque ce vaccin marche pas très bien, vous voulez pas un peu arrêter de mettre la pression sur les gens. Vous voyez bien que les vaccinés sont aussi positifs que les non-vaccinés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'interdire aux gens qui ne sont pas vaccinés de venir travailler ou de rentrer dans un restaurant? Je suis bien content d'ailleurs. On arrête le pass vaccinal à l'hôpital, que les gens qui n'ont pas été vaccinés ne peuvent pas venir alors que le taux d'infection c'est le même. Il faut revenir à la raison. C'est pas grave d'avoir essayé quelque chose et de dire écoutez, finalement on voit que ça marche pas. On va pas pénaliser les gens à vie pour une décision qu'on a prise à un moment où elle était peut-être justifiée, mais il faut pas la conserver à un moment où elle ne l'est plus. C'est tout ça. Si c'est être complotiste, oui, je suis complotiste. Voilà. Je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il parle à plusieurs reprises dans ce rapport de la confiance. Il faut que les gens aient confiance. Mais attendez, on est en train de faire un massacre là sur la confiance. Hein. Il faut faire attention. Parce qu'à force de répéter quelque chose qui ne marche pas, c'est quand même tout le monde le voit, ce qui se passe. Tout le monde a beau dire, mais non, alors moi, il y a plein d'hommes et de femmes politiques qui disent, ah ben j'ai attrapé le Covid, mais heureusement, j'étais vacciné 3 fois, donc j'irai pas en réanimation. Mais enfin, vous savez, la proportion de gens qui vont en réanimation, qui ont le Covid, en particulier chez les gens qui sont assez riches, est faible. Hein. Et donc, au bout d'un moment, quand tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui a eu 3 injections et qui a un Covid, quand même, le doute commence à s'immiscer. Alors même chez les gens qui ne sont pas complotistes. Les gens ils disent, mais attends, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça dans les jours qui ont suivi la vaccination. Donc, c'est pas un miracle quand même ce truc. Ça n'arrivait pas avant. C'est très différent. Même la grippe, on la faisait 1 fois par an, on la faisait pas 4 fois par an quand même. Donc, le fait de dire, écoutez, ce truc quand même, ça ressemble pas à ce qu'on a comme vaccin d'habitude. C'est autre chose. C'est un truc... bientôt, on va faire ça toutes les semaines. Non. Et en plus de ça, il y a des variants sur lesquelles ça marche pas, la durée ne marche pas, il y a un peu plus de cas juste après la vaccination. Vous savez, si vous arrivez à convaincre que c'est ça la quintessence des vaccins, je vous le dis, c'est ce qu'on commence à voir, malheureusement, il va y avoir un recul général de la vaccination. Parce que là, les gens se rendent compte que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien clair. Et donc, si vous vous entêtez à essayer de faire croire que c'est ça, le vaccin, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens ne voudront plus se vacciner pour rien parce qu'il y a tout qui va ressortir. Mais alors, tout ce qu'on racontait sur les vaccins, c'était vrai, vous nous l'avez caché, etc. Et là, vous allez avoir les complotistes. D'accord ? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Il ne faut pas avoir d'assurance. Vous voyez, c'était un article très intelligent. L'article d'avoir, attendez, il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut être humble. Vous savez, c'est quelque chose qu'on commence. On va voir. Si ça ne marche pas, ça s'arrêtera. On fera autre chose. Vous voyez ? Mais d'imposer ça avec des certitudes, des punitions aussi brutales, si vous voulez, ça amène à ce qu'une partie de la population dise « Mais attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Et c'est pas en les traitant de complotistes que vous allez arrêter le fait. Hein. Les gens vont regarder ce qui se passe. C'est pas être complotiste que de dire, vous savez, il n'y a pas eu une catastrophe démographique, il n'y a pas un vaccin miraculeux,
Les masques, jamais personne n'a démontré que d'avoir un masque dans la rue, ça servait à quelque chose. C'est juste de la science. Hein. La science, on n'est pas fait pour obéir. Les journalistes, peut-être, sont faits pour obéir, mais pas nous. C'est pas fait pour obéir. L'idée que les scientifiques doivent obéir au pouvoir politique, c'est une idée qui est aussi vieille que le pouvoir politique, qui était politique ou religieux. Mais vous savez, il y a toujours des scientifiques, généralement les meilleurs, qui ne le croient pas. Et qui continuent à penser scientifiquement. La question, c'est pas d'obéir ni au ministre, ni au pape, ni au grand moufti, ni à n'importe qui. Enfin, c'est d'essayer d'avoir des données, de comprendre ce qui se passe, de rajouter un pas dans la connaissance. C'est pas de suivre les fleuves qui vous emportent sans réfléchir. Donc il faut faire attention, il faut que les informations soient exactes et que ça ne soit pas de la propagande. Et donc là, la différence entre les informations exactes et la propagande, parfois, le fil est extrêmement ténu, là, en répétant sans arrêt, ou en faisant répéter sans arrêt les mêmes choses, ou en insultant les gens qui osent penser différemment, ou en les persécutant, en les harcelant. Et ça change rien à la réalité. Hein. Et la réalité, c'est même pas les gens qui auront servi à la rapporter. À l'époque du communisme, on appelait ça les idiots utiles. Je ne veux pas dire que ceux qui disent ça sont des idiots utiles. Je rapporte ce qui a été dit à propos des gens qui étaient les compagnons de route du Parti communiste et qui niaient l'existence même du goulag sous Staline. Mais après, c'est pas eux qui ont souffert. Après, ce qui a souffert, c'est l'idée même du communisme en soi, ou de tout ce qui ressemblait de près ou de loin au communisme. Mais bon, il y a des pays qui ont encore une forme de communisme et qui ont plus de goulag. Donc c'était pas la question. Il y avait les circonstances dans lesquelles il y avait ça, dans un pays donné, et bien voilà, c'était comme ça. Il faut faire attention, ceux qui souffrent après d'avoir dit des bêtises, c'est pas ceux qui ont dit des bêtises, c'est le concept même qui souffre. Et donc là, il faut faire attention à ce que, à force de raconter des bêtises en disant que ce vaccin est extraordinaire et qu'il faut le faire à tout le monde, alors qu'on sait maintenant que c'est une zoonose, c'est-à-dire que les animaux qui sont malades et qui peuvent nous en relancer. Ce vaccin, ce virus a une capacité absolument incroyable, sur lequel on a des descriptions maintenant, et on a encore qu'on n'a pas faites, à se recombiner, c'est-à-dire à se mélanger à d'autres virus pour créer des nouveaux virus. Il fait tout seul, il n'y a pas besoin des Chinois de Wuhan pour faire des nouveaux virus. C'est leur nature de se combiner qu'on connaissait mal parce qu'on ne séquençait pas les choses à ce niveau-là. Mais ça, c'est la réalité dans laquelle il faut vivre, pour laquelle il faut apprendre tous les jours. Il n'y aura pas de baguette magique, il faut apprendre à vivre à ça, et en même temps, ça n'a pas ce niveau de drame qu'on nous a vendu, au moins ici, c'est pas vrai. Il y a des pays qui ont bien géré, qui ont eu une augmentation de l'espérance de vie pendant toutes ces années, y compris en 2020, où nous, on a eu ce petit affaissement. En 2020, les pays du Nord, ils ont une augmentation, la Nouvelle-Zélande, une augmentation de l'espérance de vie. Donc ça va, il y avait des endroits où on a géré ça proprement. En Chine aussi, il y a eu une augmentation de l'espérance de vie. En Inde aussi. Donc ça va, on peut gérer ça. Oui. Donc, à condition de ne pas s'affoler, à condition de revenir à la médecine, à condition de voir avec les médecins comment on s'occupe de ça. En France, en plus, on a un manque terrible de vaccins qui date de 30 ans, de médecins qui datent de 30 ans, il faut renouveler ça, mais rapidement, il faut multiplier par 3 le nombre de médecins formés. On n'arrivera jamais à rattraper le truc. Peut-être qu'il faut demander, dans une situation comme celle-là, l'aide des infirmières, pour que les infirmières, au moins, reçoivent les patients, les examinent, prennent leur concentration en oxygène, qu'on s'occupe des gens, qu'on leur dise pas, écoutez, restez chez vous sans rien, et vous venez aux urgences, ou, s'il y a un peu de chance, on vous hospitalisera parce que vous êtes très malade, et si vous n'êtes pas très malade, on va vous renvoyer à la maison dans la plupart des cas. C'est ce que nous on observe, je raconte pas de baliverne. D'accord? Donc, il faut s'occuper des malades, et c'est comme ça qu'on baisse la mortalité, c'est comme ça qu'on repère ceux qui doivent être pris en charge. Il faut s'occuper des malades. Alors, on ne peut pas dire, je ne vous reçois pas parce que vous avez pas le Covid, ou il faut s'occuper des malades. Il faut revenir à notre cœur de métier, qui est de soigner les malades. Hein. Et c'est pas... Alors, bien entendu, alors la conclusion de McKinsey, sur laquelle ils sont beaucoup plus compétents, de mon point de vue, que sur la médecine, il y a un changement social qui est le télétravail. C'est intéressant, parce que ça devient le télétravail, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça me permet une modulation de la vie, peut-être une réduction des coûts, une réduction de la circulation, une baisse de la pollution, tant mieux. Il va falloir adopter, voir. Alors que, je sais pas, moi j'avais quelqu'un pour qui j'ai essayé d'avoir une place en télétravail. Pendant 3 ans, c'était impossible. Il y avait 0 personne de toute l'assistance publique qui était en télétravail. Bah pourquoi?
C'est le travail de secrétariat, comme vous pouvez le demander à distance. Et puis, petit à petit, on s'y met. Et puis surtout, McKinsey termine par ce qu'il y a de plus important. Ils disent, il va falloir des sous. Donc, en pratique, moi, je vous suggère de regarder notre collègue péruvien qui nous explique comment ils ont fait. Il nous dit, c'est très bien, nous qui sommes dans des pays pauvres, vous voyez, on ne peut pas avoir tous vos médicaments extraordinaires, et donc on se sert de nos médicaments, de ce qu'on peut faire, on s'occupe des malades. Et je pense que, bien entendu, c'est très bien si on peut avoir de nouveaux produits, de nouveaux concepts, mais il ne faut pas oublier que la médecine, c'est la médecine, et que donc il faut s'occuper des malades.